Février 1957, à Boulogne-Billancourt, dans la banlieue ouest de Paris. Dans cet immense atelier qui résonnait autrefois des voix de 6000 ouvriers et qui sentait l'huile chaude des moteurs d'avion, règne désormais un silence presque funèbre. Un courant d'air froid se promène entre les établis abandonnés. Et dans ce silence, quelques derniers artisans, des hommes aux mains ridées et aux épaules basses, poussent vers la sortie 2 automobiles. 2 seulement. Pas 200, pas 2000 comme aux belles années, mais exactement 2 voitures. Ce sont les dernières Samson jamais assemblées sur cette terre. Et avec elles franchit le portail toute l'histoire centenaire d'une firme qui faisait jadis monter dans le ciel des avions de combat, dont les moteurs portaient les futurs pilotes de la légendaire Aéropostale. Comment diable un géant de l'aviation, fierté de l'industrie française, a-t-il fini par s'écraser non pas dans le ciel, mais sur terre, contre sa propre plus belle voiture? C'est, mon ami, l'une des histoires les plus amères et pourtant les plus belles de l'automobile française. L'histoire d'une firme née parmi les pompes et les machines à vapeur, qui s'éleva jusqu'aux cieux sur les ailes de ses biplans, puis agonisa lentement, douloureusement, sur 4 roues. Une histoire de banquiers qui étranglèrent un rêve, d'un président interdit d'entrer dans sa propre usine et d'un pilote de course persuadé que la beauté pouvait triompher là où l'argent avait échoué. Pour comprendre comment cette étoile s'est éteinte, il nous faudra remonter le temps, loin, très loin, jusqu'à la toute fin du 19e siècle, quand presque personne ne pensait sérieusement aux automobiles et que le ciel n'appartenait encore qu'aux oiseaux. Tout commença avec un homme nommé Émile Samson. En 1890, cet ingénieur obstiné, possédé par la mécanique, ouvrit à Boulogne-Billancourt un modeste atelier. Aucun triomphe sportif, aucun éclat, rien d'épique. Seulement des pompes, des machines à vapeur et des compresseurs. Quoi de plus ennuyeux en apparence que l'eau et la vapeur? Et pourtant, c'est de cette base prosaïque, presque dénuée de romantisme, qu'allait naître l'un des empires industriels les plus ambitieux de France. Samson appartenait à cette race d'hommes à qui le présent ne suffit jamais, qui regardent leur atelier et y voient non pas une fabrique, mais un tremplin vers l'avenir. Et cet avenir, aussi étrange que cela paraisse, se trouvait non pas sur la terre, mais dans le ciel. Vint l'année 1908, et Samson fit le coup qui changea tout. Il créa son premier moteur d'aviation, un moteur en étoile du système Canton-Unné à 7 cylindres. Songez seulement à l'audace d'un tel geste, à une époque où l'aviation elle-même n'était guère plus qu'une attraction de cirque. Un divertissement pour casse-cou prêt à se rompre le cou sur de fragiles cages de bois et de toile. Tandis que les industriels sérieux se tapotaient la tempe d'un air entendu, Samson misa sur l'aile. Et il vit juste. En 1913, naît la Société des moteurs Samson. Et bientôt, l'histoire allait offrir à cette firme son heure de gloire. Cette heure, ce fut la Première Guerre mondiale. Lorsque dans le ciel, au-dessus des tranchées d'Europe, se déchaîna une bataille aérienne sans précédent, la France eut désespérément besoin d'avions, de moteurs, d'appareils de reconnaissance, de bombardiers. Et c'est là que Samson déploya toute sa puissance. Au sommet de la production, environ 6000 ouvriers travaillaient dans les usines de la firme, et des chaînes de montage sortaient des avions promis à la légende. Le biplan de reconnaissance Samson 2A2, produit à environ 3200 exemplaires, devint l'un des appareils de combat français les plus répandus de cette guerre. Et voici un fait qui fait courir dans le dos un frisson d'admiration. Cet avion fut précisément l'un des premiers appareils de la future Aéropostale, cette héroïque ligne postale qui allait relier la France à l'Afrique et à l'Amérique du Sud, celle-là même où volerait Antoine de Saint-Exupéry. Comprenez-vous une telle lignée? Les moteurs de Samson ouvraient littéralement à l'humanité la route du ciel. Et c'est ici que commence le plus intéressant, ce tournant qui allait décider de tout le destin de la marque. La guerre finie, les commandes d'avions militaires s'évaporèrent, et la firme se trouva devant cette question familière à tous les armuriers et avionneurs du monde. Que faire désormais? Où employer ces capacités gigantesques et ces milliers de bras? La réponse de Samson fut simple et géniale. Puisque le ciel se fermait pour un temps, il fallait conquérir la terre. Donc, on construirait des automobiles. Dès 1919, la firme se jette à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Ce furent d'abord de minuscules cyclecars, de légères voiturettes presque enfantines, que Samson produisait sous licence des Anglais, la firme GN, Godfrey et Nash.
Des modèles aux désignations étranges pour une oreille française. D'abord AL, puis VAL. Mais les Français n'auraient pas été français s'ils s'étaient arrêtés à la simple copie du travail d'autrui. Et voici qu'entre en scène un homme dont le nom mériterait d'être coulé dans le bronze, l'ingénieur Émile Petit. Ce génie créa ce qui était, pour son époque, une véritable audace technique, un moteur à 2 arbres à cames en tête. Aujourd'hui, cela n'étonne plus personne. De tels moteurs équipent des millions de voitures ordinaires. Mais au début des années 20, le double arbre à cames en tête était une exotique rareté, le privilège des bolides de course et des rêveurs de génie. Et Samson le montait sur ses voitures de série. C'était audacieux, c'était élégant, c'était incroyablement français. Et le résultat ne se fit pas attendre. Les années 20 furent l'âge d'or de la marque, le temps des victoires assourdissantes en compétition. Petites, légères, vives, les Samson croulaient littéralement sous les trophées. Victoire au Grand Prix de l'UMF de 1921 à 1923. Triomphe aux 200 000 du légendaire Brooklands britannique de 1922 à 1925. Tandis que les lourdes et coûteuses machines toussaient et tombaient en panne, les légères petites françaises filaient vers l'arrivée, prouvant que l'intelligence et l'astuce de l'ingénieur l'emportent sur la force brute. C'était l'époque où l'on prononçait le nom de Samson avec respect sur les circuits comme dans les salons mondains, où la marque incarnait tout ce qu'il y avait de plus hardi et de plus raffiné dans l'école française de l'ingénierie. On pourrait croire que la voilà, la formule du succès éternel, la gloire aéronautique, les triomphes en course, les technologies de pointe, l'amour du public. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner pour une firme qui semblait tenir entre ses mains le ciel et la terre à la fois? Mais le destin, on le sait, aime achever les plus belles histoires par les coups les plus cruels. Et le premier de ces coups était déjà tout proche, tapi au coin de l'année 1929, prêt à s'abattre sur le monde insouciant et brillant de Samson avec toute la force d'une catastrophe imminente. Le krach boursier d'octobre 1929 s'abattit sur l'Europe comme une vague glacée, et nulle part il ne frappa plus durement que dans le secteur du luxe. Or, qu'était devenu Samson au fil des années, sinon une marque de prestige, raffinée, chère, destinée à une clientèle fortunée qui appréciait l'ingénierie noble et le double arbre à cames. Vous voyez déjà le problème se dessiner, n'est-ce pas? Quand les fortunes s'effondrent, quand les industriels se ruinent et que les rentiers comptent soudain chaque franc, qui donc va s'offrir une voiture sophistiquée et coûteuse? Personne. La belle mécanique élégante, hier objet de désir, devenait du jour au lendemain un luxe indécent, presque obscène. Et ce fut le premier coup de couteau, profond, dans le flanc de la marque. Mais la firme, à ce stade, tenait encore debout. Elle était solide, elle avait du métier, des décennies de savoir-faire accumulées, et elle continua de produire ses berlines et ses sportives à travers les années 30, en lançant même des innovations remarquables. Car en 1934, Samson adopta les roues avant indépendantes sur sa S4D, une avancée technique loin d'être banale pour l'époque, qui montrait que les ingénieurs de Boulogne-Billancourt n'avaient rien perdu de leur flair. Voyez l'ironie cruelle de la chose. La firme restait techniquement brillante, audacieuse, en avance, et pourtant le sol se dérobait lentement sous ses pieds. Car à quoi sert le génie technique quand le portefeuille du client s'est vidé et quand l'époque elle-même bascule vers la catastrophe? Et la catastrophe vint, plus terrible encore que la précédente. La Seconde Guerre mondiale éclata, et avec elle s'abattit sur Samson un malheur d'une brutalité toute physique. En 1942, les bombardements frappèrent l'usine. Imaginez un instant ce que cela signifie pour une firme. Les machines-outils broyées, les ateliers éventrés, des années de travail réduites en gravats fumants. Ce n'était plus une crise abstraite de la finance, c'était la destruction concrète, brutale, du cœur même de l'entreprise. Et lorsqu'enfin la paix revint et que la France entreprit de panser ses plaies, Samson se releva, certes, mais affaibli, essoufflé, vidé d'une partie de ses forces vives. Or, c'est précisément l'après-guerre qui allait révéler la maladie mortelle dont souffrait la marque. Et avec elle, toute une famille de constructeurs français de luxe. Car que se passa-t-il dans cette France des années 40 et 50 ? Le pays était exsangue, ruiné, affamé de mobilité bon marché. Ce dont les Français avaient besoin, ce n'était pas de somptueuses voitures d'ingénieurs, mais de petites autos populaires, économiques, accessibles à tous. Et tandis que Renault lançait sa minuscule et géniale 4 chevaux, que Citroën préparait des merveilles d'astuces populaires,
Les vieilles maisons de prestige, elles, se retrouvaient le bec dans l'eau. Le capital, l'État, l'attention, tout fuyait vers les petites cylindrées de grande série. Le luxe français, lui, sombrait lentement, abandonné de tous. Et c'est ici qu'il faut prononcer ces noms qui sonnent aujourd'hui comme un cortège funèbre. Bugatti, Delage, Delahaye, Talbot. Toute une aristocratie automobile, toute une famille d'orfèvres de la mécanique noble, condamnés à mourir presque en même temps. Car les Français de luxe s'enlisaient, tous dans le même marécage. Le capital filait vers les petites voitures de grande série, les étrangers concevaient des modèles plus modernes, plus actuels, tandis que les maisons françaises ne faisaient que rafraîchir timidement leur création d'avant-guerre. Salmson, hélas, ne faisait pas exception à ce destin tragique. Elle relança sa S4, dont l'ultime version, la S461, sortie en 1950, puis lança la série randonnée, les G72, les E72. Mais qu'étaient-elles au fond, ces voitures, sinon des évolutions de l'ancien, des ressucés d'un passé glorieux, mais révolu? Les ventes restaient faibles, désespérément faibles. Et pendant que la marque s'épuisait à faire survivre des modèles d'un autre âge, les banques, elles, observaient. Les banquiers, mes amis, ne sont pas des poètes. Ils ne s'émeuvent pas devant la beauté d'un double arbre à cames. Ils ne versent pas une larme au souvenir des biplans de la Grande Guerre. Ils regardent des colonnes de chiffres. Et quand ces chiffres virent au rouge, ils ferment les robinets sans le moindre état d'âme. C'est exactement ce qui arriva à Samson. Les banques lâchèrent la firme, lui coupèrent les vivres, l'abandonnèrent à son sort comme on abandonne un navire qui prend l'eau. Mais le pire, le plus humiliant, l'instant qui résume à lui seul toute la cruauté de cette descente aux enfers, fut réservé à un homme, Jean Heinrich, président de la firme depuis 1917, fidèle au poste pendant tant d'années, traversant les guerres, les crises, les bombardements. Cet homme qui avait consacré sa vie à Samson se vit un jour interdire l'entrée de sa propre usine. Vous avez bien entendu. Le président, le patron, l'âme de la maison, refoulé devant les portes de l'entreprise qu'il dirigeait depuis des décennies, comme un intrus, comme un étranger indésirable. Y a-t-il symbole plus déchirant de la fin d'un monde, quand les hommes de chiffres prennent le pas sur les hommes de passion, quand celui qui a tout donné se retrouve nez à nez avec une porte close, c'est que la firme, déjà, n'appartient plus à ceux qui l'aiment, mais à ceux qui la liquident. Car c'est bien le mot qui flottait désormais dans l'air de Boulogne-Billancourt, un mot froid, administratif, définitif, liquidation. La grande Salmson, la firme des moteurs d'étoiles et des trophées de Brooklands, la maison qui avait fait rêver 2 générations d'amateurs, se trouvait à 2 doigts de la ruine, prête à basculer dans le néant. Tout semblait perdu, irrémédiablement perdu. Et pourtant, c'est précisément dans ces instants où tout paraît fini que l'histoire, parfois, réserve ses plus extraordinaires rebondissements. Car un homme allait surgir, un homme qui refuserait de laisser mourir cette légende sans un dernier combat. Qui était-il, cet ultime sauveur prêt à parier sur une firme condamnée? Et quel fou pouvait encore croire au salut, alors que les banquiers eux-mêmes avaient déjà signé l'arrêt de mort? Cet homme, prêt à défier le bon sens et les banquiers, s'appelait Jacques Bernard, président de la firme Moteur Bernard. Il racheta Samson, ramassa pour ainsi dire la marque tombée à terre, comme on relève un boxeur groggy persuadé qu'il a encore un round dans les jambes. Et son premier geste fut de lancer la G72 Terre, une nouvelle tentative de faire revivre la série randonnée. Hélas, le résultat fut cruel. À peine 75 exemplaires produits en 1952. 75. Comprenez-vous l'ampleur du désastre commercial pour une firme qui rêvait jadis de production industrielle? Jacques Bernard ne tarda pas à comprendre que cette voie était sans issue. Et dès 1953, il prit la décision qui s'imposait, arrêter purement et simplement la série randonnée. C'en était fini des vieux modèles ressuscités, des évolutions timides d'un passé révolu. Mais alors, que faire? Laisser mourir Samson dans l'indifférence? Ou tenter un dernier coup d'éclat, fou, magnifique, désespéré? Et c'est précisément à ce moment de bascule qu'entre en scène le personnage le plus fascinant de toute cette histoire. L'homme par qui le miracle peut-être allait advenir. Son nom, Eugène Martin. Mais attention, ne le confondez surtout pas avec un quelconque administrateur en costume gris, un gestionnaire venu compter les francs. Non, Eugène Martin était d'une toute autre trempe. C'était à la fois un ingénieur et un pilote de course, un homme qui avait connu l'odeur de la gomme brûlée et le rugissement des moteurs lancés à pleine charge.
Il avait couru sur BMW, sur Talbot Lago. Il avait même goûté à la Formule 1, cette discipline reine où ne survivent que les plus audacieux et les plus habiles. Imaginez le contraste. D'un côté, des banquiers frileux qui coupent les vivres, de l'autre, un pilote qui a regardé la mort en face à pleine vitesse dans les virages. Lequel des deux, à votre avis, pouvait encore croire qu'une firme condamnée méritait un dernier combat? Eugène Martin débordait d'idées, et ces idées enflammèrent Jacques Bernard. Car voilà ce qu'il proposait, non pas survivre péniblement en bricolant l'ancien, mais frapper un grand coup, créer une voiture neuve, ambitieuse, une œuvre qui ferait honneur au nom de Salmson avant l'éventuelle fin, une sorte de testament roulant, un chef-d'œuvre d'adieu. Et Bernard, séduit, donna son accord. Dès 1953, on lança les prototypes de cette voiture nouvelle. Une décision magnifique et déraisonnable à la fois, car enfin, qui investit dans un chef-d'œuvre quand la maison brûle? Qui dépense ses dernières forces à bâtir une cathédrale alors que les huissiers frappent déjà à la porte? Des fous, des passionnés, des amoureux de la belle mécanique. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour donner naissance à la Salmson 2300S. Ah, la 2300S. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette merveille, car elle le mérite amplement. C'était un coupé, une élégante 2+2, et tout en elle respirait le raffinement de la grande tradition française. Sous le capot, un moteur maison, fidèle à l'âme de la marque, 4 cylindres, double arbre à cames en tête, ce fameux héritage qui remontait au génie d'Émile Petit. Un bloc en aluminium, s'il vous plaît, cubant 2328 cm3, développant environ 105 chevaux, même si les sources se disputent encore sur le chiffre exact, certaines avançant 103, d'autres montant jusqu'à 110. Et la transmission, parlons-en, car elle était délicieusement raffinée, une boîte Cottal à présélection, sans pédale d'embrayage, ce summum du confort haut de gamme à la française, ou bien une boîte ZF sur demande pour les amateurs de mécanique plus classique. Mais ce qui force vraiment l'admiration, c'est ce que cette voiture savait faire sur la route. Malgré un poids respectable, oscillant entre 1200 et 1230 kg selon les carrosseries, la 2300S atteignait environ 180 km/h. Songez-y un instant, une vitesse de pur sang, dans une France où la plupart des automobilistes se traînaient encore péniblement à des allures bien plus modestes. Cette Salmson n'était pas une simple voiture de luxe pour bourgeois pressés. C'était une authentique sportive, vive, racée, capable de tenir tête au meilleur de son temps. Le dessin lui-même était l'œuvre d'Eugène Martin, et il portait cette signature d'élégance dynamique qui distinguait les vraies réussites esthétiques de l'époque. Et puis, il y avait les carrossiers, ces magiciens du métal qui transformaient un châssis en sculpture roulante. Sur la base de la 2300S, les plus grands noms apportèrent leur génie. Chaperon, l'orfèvre des cabriolets de luxe, Esclassan, Charbonneau, Pichon-Para et même l'italien Moto. Chacun habillait la mécanique à sa manière, créant des exemplaires uniques, des pièces de haute couture automobile. Voyez-vous le paradoxe vertigineux de cette aventure? Une firme au bord de la faillite, lâchée par ses banques, dont le président se faisait refouler de son usine, accouchait pourtant de l'une des plus belles voitures françaises de sa génération. N'est-ce pas là le comble de la grandeur tragique? Cette capacité à créer du sublime au moment même où tout s'effondre. Car il faut bien le dire, cette voiture était une déclaration d'orgueil, de panache, de refus de mourir à genoux. Salmson, plutôt que de s'éteindre dans la médiocrité d'un dernier modèle bâclé, choisissait de partir la tête haute, en lançant un défi à la face du destin et de la concurrence. Et ce défi, désormais, il fallait le porter là où il prendrait tout son sens, là où une voiture prouve réellement sa valeur, non pas dans les salons feutrés, ni sur le papier glacé des brochures, mais sur le terrain le plus impitoyable qui soit, celui où le métal, le moteur et le courage de l'homme se mesurent à la seconde près. La 2300S allait s'élancer sur les circuits et les routes de rallye, et personne, absolument personne, n'imaginait encore de quoi cette Française élégante et condamnée serait réellement capable face aux fauves de la compétition. Et ce dont elle était capable, cette élégante condamnée, dépassa toutes les espérances. Dès sa première grande sortie, la 2300S frappa un coup de maître, la victoire au Rallye des Alpes en 1953, l'année même de ses débuts. Mesurez-vous la portée de cet exploit. Une voiture toute neuve, née dans une firme à l'agonie, conçue par des hommes que les banquiers avaient déjà enterrés,
s'en aller triompher dans l'une des épreuves les plus exigeantes qui soient, sur ces routes de montagnes tortueuses où le moindre faux pas se paie comptant, où les cols s'enchaînent sans répit et où la mécanique est martyrisée jusqu'à la rupture. Ce n'était pas un coup de chance, c'était une démonstration de force, une gifle magistrale assonnée à tous ceux qui prédisaient la mort prochaine de Samson. Et la marque ne s'arrêta pas en si bon chemin. La 2300S s'élança sur les théâtres les plus prestigieux de la compétition automobile, ceux dont le seul nom fait encore battre le cœur de tout amateur. Elle prit le départ des 24 heures du Mans en 1955, en 1956 et en 1957, affrontant l'enfer de la Sarthe, cette ronde infernale où il faut tenir un jour et une nuit entiers sans faiblir, où les pilotes luttent contre l'épuisement autant que contre leurs rivaux. Elle se mesura au Mille Miglia en 1956, cette folle course italienne à travers tout un pays, ce monument de la vitesse pure où les légendes se forgent et se brisent. Elle courut au Tulip Rally, au rallye de Charbonnières, multipliant les apparitions là où seuls les vrais caractères osent se montrer. Comprenez bien ce que cela signifie. Voilà une firme moribonde, lâchée par la finance, qui ne se contente pas de survivre, mais qui va défier les meilleurs sur les plus grandes scènes du monde. N'est-ce pas admirable, presque bouleversant, comme si un homme condamné par les médecins se levait de son lit pour courir un marathon et le terminer la tête haute. Cette Samson avait du cœur, elle avait du panache, elle refusait obstinément le rôle de victime qu'on lui avait assigné. Et sur ces châssis raceurs, les carrossiers continuaient d'exprimer leur art. Songez au splendide cabriolet signé Chaperon, cette pièce d'exception, ou encore à la berline habillée par Moto, pesant ses 1200 kg de noblesse italienne greffée sur une âme française. Mais voici, mes amis, le moment où l'histoire se retourne, où le sourire se fige, où la magnifique aventure révèle son envers tragique. Car toute cette gloire sportive, tout ce panache, toutes ces victoires arrachées de haute lutte, rien de tout cela ne se transformait en ce qui, hélas, fait vivre une entreprise, des ventes. Et c'est là toute la cruelle ironie de la 2300S. Elle était trop belle, trop raffinée, et surtout bien trop chère. Jugez plutôt, le sublime cabriolet de Chaperon coûtait la somme vertigineuse de 2 100 000 francs. 2 100 000 francs pour une automobile, à une époque où la France entière rêvait de petites voitures populaires et économiques. Qui pouvait s'offrir un tel bijou? Une poignée de privilégiés, à peine. De ce cabriolet d'exception, on ne produisit que 6 exemplaires. 6, vous m'entendez bien. Et le reste de la production suivait la même pente vertigineuse vers le néant. Regardez ces chiffres défiler comme un compte à rebours funèbre. En 1953, l'année du triomphe alpin, 53 voitures seulement trouvèrent preneur. L'année suivante, en 1954, un sursaut d'espoir, 152 exemplaires écoulés. Mais c'était encore terriblement insuffisant pour faire vivre une firme. Puis la chute reprit, implacable. 82 voitures en 1955 et seulement 29 en 1956. Voyez-vous le drame se nouer? Plus la voiture brillait sur les circuits, plus elle s'enfonçait dans le silence des showrooms. Quel paradoxe déchirant! Gagner sur la piste et perdre sur le marché, séduire les chronomètres et laisser de marbre les acheteurs. Pourquoi un tel gâchis, me direz-vous? Parce que la 2300S, aussi splendide fut-elle, arrivait à contretemps. Elle était trop classique dans sa conception, trop fidèle à une certaine idée du luxe d'avant, alors que le monde avait changé, brutalement, irrévocablement. Pendant que les étrangers concevaient des voitures modernes, séduisantes, accessibles, Samson offrait une merveille d'artisanat hors de prix, magnifique mais inadapté à son temps. C'était un chef-d'œuvre né trop tard, une fleur splendide éclose au cœur de l'hiver. Et l'hiver, croyez-moi, ne fait pas de cadeaux aux fleurs, si belles soient-elles. Alors, comme toujours dans ces agonies prolongées, vinrent les rachats, ces signes infaillibles qu'une firme passe de main en main comme un objet dont plus personne ne sait que faire. Samson fut racheté par Mathieu Van Roggen, le président directeur général de Minerva, cette firme belge autrefois prestigieuse. On crut un instant tenir le salut. Et puis, le colosse national entra enfin en scène. Le grand Renault, le géant de l'automobile française, finit bel et bien par mettre la main sur l'usine de Boulogne-Billancourt. Mais quelle revanche amère, mes amis, quelle ironie cruelle du destin.
car Renault ne tendait nullement la main à une marque vivante pour la sauver. Non, le géant ramassait simplement les murs d'une firme déjà condamnée, ses ateliers chargés d'histoire, pour y couler désormais sa propre production. La vieille maison qui avait fait voler des avions et rugir des moteurs de course ne servait plus que de coquille à avaler. N'est-ce pas la fin la plus humiliante qui soit? Voir son berceau racheté non par admiration, mais par simple appétit de mètre carré. Et pendant ce temps, cet implacable décrue poursuivait son œuvre funèbre. Après les 29 voitures de 1956, que pouvait-il bien rester à une firme aussi exsangue, aussi déconsidérée, ballottée de propriétaire en propriétaire et trahie par ses derniers espoirs? L'année 1957 s'annonçait, et avec elle l'ultime chapitre, le plus bref et le plus déchirant de tous. Car ce qui attendait Samson au bout de cette descente n'était pas une simple baisse de production, ni même un énième revers commercial. C'était la fin, pure et simple, le point final posé sur un siècle d'histoire. Et le chiffre qui allait clore cette saga vous glacera le sang autant qu'il a glacé celui des derniers ouvriers de Boulogne-Billancourt. Ce chiffre, le voici dans toute sa nudité terrible. 2. En 1957, les ateliers de Boulogne-Billancourt ne produisirent que 2 automobiles, pas une de plus. 2 voitures pour clore un siècle d'histoire, 2 misérables exemplaires pour solder l'héritage d'une firme qui avait fait voler des bombardiers et triompher des bolides aux 4 coins de l'Europe. Pouvez-vous concevoir cruauté plus mathématique, déclin plus implacablement chiffré? On était passé des milliers de moteurs d'aviation rugissant pour la patrie, des trophées arrachés à Brooklands, à ce dérisoire, à ce pathétique total de 2 unités. Et avec ces 2 dernières Samson, ce n'est pas seulement une chaîne de montage qui s'arrêta, c'est tout un monde qui rendit son dernier souffle, en silence, sans fanfare, presque sans témoin. La production automobile s'éteignait donc en 1957, mais l'agonie administrative, elle, allait se prolonger encore quelques années, comme ces étoiles mortes dont la lumière nous parvient longtemps après leur extinction. Car il faut bien distinguer les 2 morts de Samson, ne jamais les confondre. Il y eut d'abord la fin des voitures, ce moment où le dernier coupé quitta l'atelier. Et il y eut ensuite la fin juridique, la mise à mort officielle de l'entité, qui ne survint que le 26 février 1962, lorsque la faillite fut enfin prononcée. 5 longues années séparèrent donc l'arrêt des machines de l'extinction légale. 5 années pendant lesquelles la grande Samson ne fut plus qu'un fantôme, une coquille vide attendant qu'on veuille bien signer son acte de décès. Mais que sont devenus les hommes, me direz-vous, ceux qui avaient porté cette aventure à bout de bras? Qu'advint-il de cette firme dont le nom avait résonné si haut? Et c'est ici que l'histoire nous réserve son retournement le plus savoureux, le plus inattendu, celui qui donne à toute cette saga sa morale paradoxale. Car figurez-vous que Samson, d'une certaine manière, n'est jamais vraiment morte. Souvenez-vous de ce modeste atelier ouvert par Émile Samson en 1890. Ces pompes et ces machines à vapeur qui semblaient si prosaïques, si dénuées de gloire à côté des biplans et des sportives à double arbre à cames. Eh bien, savez-vous quoi? Cette activité-là, l'humble fabrication de pompes, a survécu à tout. Elle existe encore aujourd'hui, du côté de Laval. N'est-ce pas vertigineux d'ironie? Réfléchissez une seconde à ce que cela signifie. Les avions glorieux ont disparu, engloutis par l'histoire militaire. Les somptueuses automobiles de prestige, les trophées, le panache, tout cela s'est éteint dans la faillite et l'oubli. Mais les humbles pompes, ces objets sans noblesse apparente par lesquels tout avait commencé, elles, continuent imperturbablement leur petit bonhomme de chemin, décennie après décennie. La part la plus modeste de l'Empire a enterré la part la plus brillante. Le commencement a survécu à l'apogée. Comme si le destin avait voulu nous enseigner que ce sont parfois les choses les plus simples, les plus terre-à-terre, qui résistent au temps, tandis que les rêves les plus éclatants s'envolent en fumée. La firme qui voulait conquérir le ciel et la vitesse a péri par ses ambitions les plus nobles et n'a survécu que par son labeur le plus humble. Et voilà qui nous ramène inévitablement au cœur même de cette tragédie, à cette vérité douce amère qu'il faut maintenant regarder en face. Comment un géant de l'aviation, un constructeur dont les moteurs avaient ouvert à l'humanité les routes du ciel et porté les premiers héros de l'aéropostale, a-t-il pu se briser ainsi? La réponse, voyez-vous, tient dans un paradoxe cruel et magnifique à la fois. Samson n'a pas été tué par la médiocrité, ni par la paresse, ni par le manque de talent. Bien au contraire.
Elle a été emportée par sa propre quête de beauté. Cette firme s'est ruinée à construire un chef-d'œuvre, la 2300S. Une voiture techniquement splendide, élégante, rapide, victorieuse sur les circuits. Mais une voiture trop classique pour un monde qui basculait dans la modernité, trop chère pour une France qui comptait ses francs, et surtout arrivée trop tard, quand l'époque des grands artisans du luxe touchait déjà à sa fin. Voilà le destin tragique de cette Française d'exception. Il lui a manqué l'audace de se réinventer vraiment, et il lui a manqué, tout simplement, la chance. Car le talent sans le timing, la beauté sans le marché, le panache sans les moyens, tout cela ne suffit pas à survivre dans l'arène impitoyable de l'industrie. Le constructeur d'avions s'est écrasé, oui, mais il s'est écrasé en beauté, en lançant à la face du destin l'une des plus belles voitures que la France ait jamais produite. Et n'y a-t-il pas dans cette fin-là une grandeur que les firmes mortes platement, sans éclat, n'atteindront jamais? Samson est morte debout, le moteur rugissant, en pleine course, plutôt que de s'éteindre lâchement dans la grisaille. Et c'est peut-être pour cela que, près de 70 ans plus tard, nous parlons encore d'elle avec cette émotion dans la voix. Aujourd'hui, les rares 2300 S qui subsistent sont devenus des trésors, des pièces convoitées que s'arrachent les collectionneurs avertis, le souvenir vivant d'un panache français qui refusait de mourir. Et quelque part, j'aime à le croire, l'esprit d'Émile Samson, d'Émile Petit, d'Eugène Martin et de tous ces passionnés veille encore sur ces carrosseries d'exception, témoins muets d'une époque où l'on mettait son âme dans le métal. Voilà, mes amis, l'histoire bouleversante de ce géant de l'aviation tué par sa plus belle voiture. Si ce récit vous a touché, si vous avez vibré au destin de cette marque oubliée, faites-le savoir. Laissez un pouce levé, partagez vos impressions et vos émotions dans les commentaires, dites-moi ce que vous inspire cette saga tragique. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires d'automobiles qui ont marqué notre mémoire et notre cœur. Ces légendes méritent qu'on les raconte encore. Et c'est ensemble, vous et moi, que nous garderons leurs souvenirs vivants.